Salut à tous, c'est Constant qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier épisode de l'histoire de la chaîne YouTube We Are Thunder, de débrief de match de playoff. Voilà, on est là pour débriefer ce Game 1 face aux Pélicans. Et pour ça, vous avez remarqué que Pierre n'est pas là à mon mimétisme de reproduction d'intro. Je suis accompagné de Charles-Élie. Charles-Élie, comment ça va? Écoute, pour l'instant, ça va, hein. Mon pronostic de 4-0 tient toujours, jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais ça va plutôt bien. Voilà, victoire du Thunder. Très difficile, mais on va en reparler. Mais on a quand même pris la victoire, donc ça va plutôt bien. Oui, victoire très difficile du Thunder. Comme tu l'as dit, ton pronostic est toujours vivant, mais il a quand même tremblé pendant une bonne Il a partie eu du match. chaud. Il a eu très très chaud. Il y a eu très très chaud. Je pense que les deux dernières minutes n'étaient pas spécialement serein au niveau de ton pronostic Non, de 4-0. non, non, Sachant que non, tu non. étais au live tweet du côté de Arsenal, donc tu devais être Exactement. encore moins serein. Exactement. Très très stressé, mais bon. C'était pas pour les cardiaques ce match, on va dire. Non, Une entame non. en playoff grandiloquente, on va dire. Ouais, 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 je sais pas, grandiloquente, on va dire. Ouais, Dans le terme, en tendu. termes de suspense. En termes de Ouais, voilà. suspense, je parle. Hitchcock serait fier, les amoureux du basket, peut-être un peu moins. Non, un petit peu Euh, moins. Non. Toujours est-il que, avant de débuter, je vous rappelle, suivez-nous partout sur YouTube, sur Twitter, We Are Thunder France, sur Twitch, We Are Thunder France, c'est pareil. Mettez 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcast, que ce soit sur Spotify, sur Deezer. Je ne sais même pas s'il y a 5 étoiles sur Deezer, sur Google Il y a pas sur Podcast. ça. Bon, bah voilà, mettez 5 étoiles là où vous pouvez noter. On va essayer de faire un débrief de chaque match de playoff assez rapidement pour que ça sorte enfin assez rapidement après la fin du match pour qu'il n'y ait pas trop d'écart entre le débrief et la fin du match. On va revenir donc rapidement sur cette victoire 94-92 du Thunder. Non, vous n'êtes pas en 2010, vous êtes bien en 2024, 92-94. Victoire tout sauf maîtrisée de la part du Thunder dans un match globalement assez tendu. 20 changements de leader, 13 égalités, un écart qui n'aura jamais dépassé les 10 points maximum d'un côté comme de l'autre. Premier quart très tendu de la part des deux équipes qui se termine à 17 partout avec un Thunder qui semblait assez stressé, en tout cas assez emparé par l'événement. Deuxième quart-temps, début des minutes sanchées qui se déroule pas très bien avec les Pels qui prennent leur plus gros avantage du match pour revenir enfin pour passer devant et prendre 7 points d'avance. Égalité parfaite à la mi-temps, 43 partout, oui c'est ça, 43 partout. Troisième quart, OKC revient bien mieux que les Pélicans avec pas mal de jeux de transition. OKC va même prendre 6 points d'avance à la fin du troisième quart, va prendre jusqu'à 10 points d'avance début du quatrième quart avec un 3 points de Chet Holmgren. Et après, le trou d'air Et complet. là, 6 minutes sans field goal, enfin 6 minutes sans tir réussi, les Pels qui collent un roll de 21-6 pour mener 90-88 avec 3 minutes 34 à jouer. Et après la guerre de tranchées, puisque les 3 dernières minutes sont une espèce de parodie de basketball avec deux équipes qui loupent absolument tout et n'importe quoi. Mais au final, c'est Shai Gilgeous-Alexander qui parvient à créer la différence avec deux gros tirs. Le premier sur Herb Jones, le deuxième avec AM1 sur CJ McCollum. Ça s'est joué évidemment à la dernière possession et cette défense un petit peu héroïque de Kayson Wallace sur CJ McCollum qui a quand même le tir pour remporter le match. Résumé très succinct, Charles-Élie, je vais te demander, avant de rentrer un peu plus sur l'analyse collective, quel était ton ressenti au niveau de ce match? eh bien, comme tu l'as dit, moi j'étais au live tweet. Donc voilà, c'est avec moi que vous avez passé la soirée sur Twitter. Très 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 tendu. Voilà, franchement, pour commencer les playoffs, comme j'ai dit tout à l'heure, en termes de frisson et en termes de stress et de cœur qui bat vite, on était assez haut. Mais bon, à la fin du match, j'étais quand même évidemment très heureux d'avoir pu prendre le match parce que j'y croyais plus vraiment une fois qu'on a passé 6 minutes sans marquer, ou plutôt ouais, 6 sans marquer, sans marquer de panier. Euh, mais finalement content de prendre la win, malgré que voilà, on va en parler évidemment pendant le match. On n'est pas, en tout cas moi je suis pas vraiment satisfait de la performance du Thunder. On ne peut pas être satisfait de ça, mais bon, c'est un game one, fallait le prendre. On est à domicile, donc ouais, fallait le prendre. On peut s'espérer heureux de l'avoir pris. Maintenant, va falloir travailler. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est Tom de Dunk Hebdo qu'on salue qui m'a envoyé, parce que dans la conversation de Dunk Hebdo, j'avais dit que j'étais pas très satisfait du premier match.
Il m'a dit c'est une première fois, les premières fois sont rarement parfaites, donc je vous laisse sur ça. Exactement. Mais après, non, moi, de mon ressenti personnel, j'étais un peu inquiet avant le début du match parce que je me suis dit, ah, toutes les équipes à domicile ont remporté leur Game 1 Ça mettait la pression. ce week-end de playoff. Ça n'était pas arrivé depuis 10 ans. Il fallait bien qu'il y ait un clampin qui le perde. Et quand j'ai vu que le Thunder perdait des ballons dans le quatrième quart, on en reparlera, mais des pertes de balles qu'on n'a jamais vues de la saison, des réminiscences un petit peu de l'ère KD et de l'ère Westbrook, je me suis dit, bon, allez, ça va très mal se terminer. Cette fameuse séquence dont on parlera, des 14 rebonds offensifs ressentis 135 de suite des Pels, c'est un miracle. Donc, petit miracle, très honnêtement, qu'OKC prenne ce match parce que la performance est quand même assez décevante. Je pense que si tu avais joué n'importe quelle autre équipe de la conférence Ouest, hormis ces Pels, tu aurais très certainement perdu le match. Si tu avais joué ces Pels avec Zion, je pense que tu aurais aussi perdu le match. Toujours est-il que OKC a peut-être réduit un petit peu la grosse pression qu'il pouvait y avoir sur ce début de match, en tout cas sur ce début de série, en remportant ce Game 1, en s'enlevant un peu le doute de dire on perd le premier match à domicile, donc on peut arriver sur une série où on manque un petit peu de confiance en soi. À noter quand même l'ambiance extraordinaire au Paycom Center. Ah oui. C'est-à-dire que là, autant on a critiqué, enfin moi personnellement j'ai critiqué certains fans, notamment à Cleveland, parce qu'ils n'ont pas mis les t-shirts qui sont distribués gratuitement. Respecté. Là, tout le monde a mis les t-shirts, ambiance de malade, il y avait des cinquantenaires, des soixantenaires qui aboyaient sur les grosses actions de Jalen Williams. Donc voilà, c'est une entame loin d'être réussie pour OKC. Il y aura pas mal de leçons à tirer, pas forcément de conclusions à tirer, mais quand même des leçons à retenir. Gros avertissement, mais au moins OKC repart avec la win, c'est déjà ça. Donc, première question, on va rentrer un peu plus dans l'analyse détaillée. Charlie, toi sur ce Game 1, toi qui as fait le LT en plus, qu'est-ce qui t'a le premier truc qui t'a frappé ou le premier truc qui te vient en tête sur ce match? Évidemment, je vais parler je vais pas parler des robots offensifs, je vais te les laisser parce que je pense que ça te tient à cœur. Mais je vais parler de l'adresse à 3 points et plus précisément de ce dont on a parlé pendant la preview, c'est-à-dire forcer sur le drive, essayer au maximum de fixer et de kick out à 3 points pour avoir des tirs ouverts. Et c'est plus ou moins ce qui s'est passé, même si les Pels ont vraiment très bien défendu. Voilà, ils ont quand même pas mal empêché l'accès au cercle en faisant des bonnes aides sans trop se jeter, et du coup en laissant nos shooters à moitié ouverts. Et comme vous le savez, j'imagine, on n'a pas été super droit. En tout cas, en première mi-temps, c'était vraiment désastreux. Heureusement, c'était des deux côtés. Heureusement, parce que je pense que sinon, les Pels auraient vraiment pris le large. Mais voilà, on est sur 10 sur 32. On n'a pas du tout profité on n'a pas vraiment profité de notre pourcentage à 3 points qui est le meilleur de la ligue depuis le début de la saison. Voilà, on peut expliquer ça par un manque de rythme, aussi le fait que c'est les playoffs, il y a un petit peu de nervosité, évidemment. On en reparlera concernant les pertes de balles, je pense. Mais ouais, en tout cas, j'ai été quand même assez surpris à quel point les Pels pouvaient quand même nous empêcher de driver et surtout de fixer avec des aides très très bonnes. Mais bon, voilà, j'espère que l'adresse va revenir. J'ai pas trop de doute là-dessus. Il y a bien un moment où ça finira par rentrer. C'était le premier match pour cette très très jeune équipe. Donc voilà un petit peu mon ressenti sur cet aspect du jeu. 10 sur 39 en cumulé pour les deux équipes en première mi-temps. Voilà. 5 sur 20 pour les Pels, 5 sur 19 pour OKC. Ça s'est un petit peu amélioré en deuxième mi-temps avec un 6 sur 19 pour les Pels et un 5 sur 13 pour OKC. Notamment en troisième quart-temps où les Pels tirent à 3 sur 7, OKC à 3 sur 8 à 3 points. Et où c'était un petit peu le schéma inverse où les Pels restaient un petit peu accrochés au score. Il y a quelques tirs à 3 points, notamment à Trey Murphy qui a pull-up qui a envoyé quelques banderilles à 9 mètres qui ont pas mal fait mal au Thunder et qui ont un petit peu tué le momentum. Au niveau de cette adresse à 3 points, je suis d'accord avec toi. Je pense que dans le contenu offensif, je suis presque plus satisfait, assez paradoxalement, je suis presque plus satisfait de la première que de la deuxième mi-temps, où je trouve qu'on a beaucoup plus trouvé les joueurs dans les corners à 3 points. Il y avait beaucoup plus de situations de joueurs ouverts qu'en deuxième mi-temps, où fatalement, la pression étant de plus en plus intense et le score étant de plus en plus serré, tu t'es remis sur beaucoup de créations individuelles, que ce soit de la création individuelle de J-Dub ou de la création individuelle de Shea. Là où j'ai trouvé qu'en première mi-temps, malgré un certain nombre de lectures qui n'ont pas été faites et un Shea qui a manqué
manqué parfois de lucidité ou parfois qui a manqué d'altruisme sur certaines passes. Voilà, vous avez vu certainement l'action où il y a 3 joueurs des Pels qui sont sur lui. Il y a Isaiah Joe qui est dans son spot à 3 points, à 45 degrés. Il va fixer et servir Lou Dort pour un drive alors qu'il y avait un 3 points wide open. Je trouve que Giddey, sur certains drives, a loupé pas mal de situations de pick and pop avec notamment Chet, qui parfois était à 3 points, parfois ressortait après la pause d'écran, mais pas forcément à 3 points, juste à mi-distance. Il n'était pas servi dans ces situations-là. Je trouve que globalement, sur cette protection de cercle, on en avait parlé dans la preview, OKC est quand même parvenu à trouver ses accès près du cercle, parce que 34% des tirs de OKC sont tentés près du cercle hier soir, ou cette nuit plutôt. Par contre, l'efficacité est catastrophique. 46% d'efficacité sur les tirs près du cercle. C'est même l'inverse de ce que font les Pels, c'est-à-dire que les Pels, on en avait parlé dans la preview, les adversaires des Pels vont assez peu au cercle. Par contre, elles ont un taux de réussite très élevé. Je trouve qu'OKC a manqué parfois de tirs qui rentrent en saison régulière et qui ont été manqués, notamment J-Dub qui a loupé quelques situations un peu bizarres, notamment ce fameux drive de Lou Dort à -2 où il est grand ouvert et où il envoie une espèce de brique sur son flotteur. Donc ça fait des situations. Je trouve que la défense des Pels a plutôt bien défendu l'accès au cercle. Et de l'autre côté, OKC a loupé beaucoup de choses. Et au niveau de ces tirs à 3 points, je suis d'accord qu'en première mi-temps, on a pas mal trouvé les tireurs. Là où en deuxième mi-temps, je trouve qu'on s'est beaucoup remis sur de la création individuelle et beaucoup sur de l'ISO. En tout cas, plus dans un jeu de mi-distance drive que vraiment de drive and kick. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et même en première mi-temps, j'ai trouvé qu'on a beaucoup mieux réussi à provoquer des switches sur des screens et réussi à ouvrir beaucoup plus de lignes de drive et du coup trouver beaucoup plus nos shooters. Mais comme tu l'as dit, juste l'adresse, c'était pas là. Et ouais, sur les drives, des petites finitions qui d'habitude tombent dedans, comme tu l'as dit pour J-Dub, là, c'est pas tombé dedans. Voilà, comme on l'a dit, c'est aussi les playoffs, c'est une équipe jeune, faut se mettre dans le rythme. Une équipe qui n'a pas joué depuis, c'était quoi, c'est il y a une semaine? Ouais, c'est Une ça. semaine, ouais. Même, ouais, une semaine. Donc voilà, faut se mettre dedans. Mais ouais, assez d'accord que sur la deuxième période, ouais, ça a clairement beaucoup plus joué individuellement et il y a eu beaucoup moins de switch trouvés et de mouvements et de tirs wide open trouvés. Ouais. Alors c'est dommage d'ailleurs, le problématique d'enregistrer un tout petit peu plus tard que le match, c'est que les stats de 3 points tentés wide open ne sont pas disponibles sur le site de la NBA. Ça fait quand même 6h30 que le match est terminé au moment où on enregistre. Si vous pouviez vous dépêcher, parce que j'aurais bien aimé trouver la stat, parce que je pense que OKC a trouvé beaucoup de tirs au vert, même plus que les Pels en première mi-temps. En seconde mi-temps, c'était différent, mais en première mi-temps, Ah, je pense, oui. je préférais la qualité des tirs du Thunder à celui des Pels en première mi-temps. En deuxième mi-temps, pour moi, ça s'est un peu plus déséquilibré avec pas mal de situations de pick and roll où Larry Nance, par exemple, nous a fait extrêmement. Moi, un point qui m'a frappé, on va pas forcément parler de sujet qui fâche maintenant, mais c'est l'inefficacité sur demi-terrain et le fait qu'une bonne partie de l'attaque du Thunder a dépendu, ça ne se dit pas, une bonne partie de l'attaque du Thunder dépendait du jeu de transition, puisque OKC termine avec 20 points en contre-attaque, ça fait quasiment 20%, enfin ça fait plus de 20% des points, ça fait quasiment un tiers des points. Donc OKC, si on prend les points par possession sur demi-terrain, 84,7% possession, c'est dans le 22e centile. Alors l'avantage, c'est que les Pels sont à 75,3, donc une efficacité encore pire que nous, mais eux, ils avaient des rebonds offensifs, ce qui n'était pas le cas du Thunder. Et je trouve que vraiment OKC a réussi à développer son jeu avec du jeu de transition. On l'a vu notamment Shea qui accélérait pas mal. On a vu à 3 points notamment en transition de Lou Dort en première mi-temps. On a vu que J-Dub avec quelques situations de N1 sur du jeu de transition aussi, juste après le jump ball remporté face à Jonas Valanciunas. Donc voilà, je trouve que cette équipe, on avait parlé du fait que les Pels étaient une excellente défense et je trouve que OKC a un peu tombé dans un espèce de jeu de possession, en tout cas dans un jeu très lent, parce que la pace c'est que de 93 et je trouve que OKC a beaucoup plus joué au rythme des Pélicans que les Pels ont joué au rythme d'OKC. Et finalement, quand OKC a joué sur les qualités qu'on a pu voir durant toute la saison régulière, à savoir le jeu de transition, ben là on a vu une équipe en attaque qui était beaucoup plus en rythme et qui parvenait à dérouler. Mais le jeu sur demi-terrain était quand même assez difficile avec assez peu d'espace. Ouais, tout à fait d'accord.
pour revenir un petit peu sur les phases en transition, on avait parlé dans la preview que de toute façon, c'est ce qu'on a fait toute la saison, provoquer des pertes de balles et partir en transition. On n'a pas tellement réussi à provoquer les pertes de balles habituelles, mais on s'en est remis finalement à du coup des tirs très contestés. On a réussi à vite remonter la balle. Voilà, il y a le compte de Gordon Hayward avec ensuite le 3 points d'Isaiah Joe avec la salle qui s'enflamme pour passer à 7 points. C'est des trucs qu'il faut qu'on continue qu'on fasse. Mais je suis totalement d'accord avec toi que sur demi-terrain, c'était assez stérile. J'ai trouvé un manque de mouvement, notamment off-ball. Euh, En fait, c'était soit J-Dub, soit Shea avec le ballon et un screen de Chet on-ball. Et tu avais les trois autres joueurs qui regardaient faire, en fait. J'attends un petit peu plus de mouvements off-ball, notamment des screens off-ball. Je prends l'exemple de Guidi. On en reparlera plus tard parce que les gens ont envie d'en parler. Mais ce serait très intéressant ce serait très intéressant de le voir, et on a un peu demandé ça toute la saison, de le voir faire des screens off-ball, même on-ball, mais off-ball pour créer du mouvement et créer des décalages, ouvrir plus de lignes de drive. Donc c'est vraiment moi ça qui m'a le plus marqué sur le jeu demi-terrain, quoi. Un manque de mouvement vraiment général. Et une bonne défense des Pels, faut bien l'admettre sur nos ball handlers. Ouais, les Pels, ils nous ont embêtés avec pas mal de longueur et peut-être une physicalité que le Thunder n'avait pas, mais je suis d'accord avec toi, il y a pas mal de situations où, tu vois, il y a une action des Pels, il me semble, c'est un 3 points, encore un 3 points de Trey Murphy, ou c'est de CJ McCollum, milieu de quatrième quart en sortie de temps mort, où tu as, il me semble que c'est un 3 points de Trey Murphy, où tu as CJ McCollum qui porte la balle, il va à 45 degrés à gauche, écran de Jonas Valanciunas pendant que Trey Murphy vient off-screen. Du coup, tu as une prise à deux de Chet et de J-Dub, il me semble, sur Jonas Valanciunas. Non, sur McCollum. Shea qui doit défendre Oui, Valanciunas. sur Et du coup, McCollum. il y a Trey Murphy qui se retrouve ouvert à 3 points. Donc, ça, Ouais, c'est des situations qu'on n'a pas vues du côté d'OKC, qu'on n'a pas trop vues de la saison. Il y a eu quelques ghost screens avec Isaiah Joe qui n'a pas toujours été très bien servi. Mais effectivement, ça a pas été. on était beaucoup sur du pick and roll. Il y a eu quelques situations qu'OKC n'a pas trop fait, que les Pels ont un peu plus fait de cut backdoor, notamment une belle trouvaille de Guidi pour Kayson Wallace dans le troisième carton que j'avais trouvé intéressant. Et sinon, ouais, offensivement, on est tombé dans un jeu assez stéréotypé, dans un jeu pas mal de 1 contre 1. Et c'est effectivement quelque chose qui nous a pas servi, d'autant que les Pels ont globalement été assez sympas au niveau des switches. C'est-à-dire que ça, c'est un truc qui m'a marqué. Ah Les Pels oui, ont beaucoup concédé les oui, oui. switches. Hormis quand tu avais des situations potentiellement de CJ McCollum. Quand CJ McCollum était impliqué, il refusait un peu plus les switches. Mais Herb Jones a concédé pas mal de switches. Ray Murphy a concédé pas mal de switches. Ils ont même switché à un moment chez sur Alvarado. Donc là, pour le coup, on a vu que c'était pas forcément le meilleur des calculs. Là où Casey a été beaucoup plus strict sur Brandon Ingram. Je trouve qu'il y a eu assez peu de switches qui ont été donnés sur Ingram à partir du moment où le Dort était dessus. Mais ouais, dans les schémas défensifs, je trouve que ces Pels ont vécu avec la polyvalence de leur ailier et que cette polyvalence leur ont permis d'avoir suffisamment de joueurs pour soit venir en aide, soit pour être assez confiants sur la capacité de switcher pour éviter justement de créer des décalages avec la pose d'écran. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que tu as, Rien d'autre à rajouter là-dessus. est-ce que tu as un autre point qui t'a marqué? Est-ce qu'on rentre dans le... De toute façon, il reste deux sujets, je pense. Allez, plus que deux sujets. Voilà. Collectivement, il reste deux sujets qui fâchent un petit peu avant de rentrer peut-être dans l'individuel. Lequel des deux tu veux aborder? Tu veux qu'on aille sur ces fameux rebonds offensifs? On peut y aller, hein? On peut y aller, on peut Allez, rentrer les on deux peut pieds y aller. On dedans. peut y aller. Je te laisse Voilà, commencer. de toute façon, voilà, c'est un secret pour personne sur la saison de Casey. C'est de toute façon notre talon d'Achille, on va dire. Les rebonds offensifs, voilà. Les Pels nous en ont pris 18 sur la tronche, dont 9 de Jonas Valanciunas. Et une action dans le clutch avec 3 rebonds offensifs d'affilée pour les Pels qui n'ont même pas réussi à marquer derrière, ce qui est quand même assez exceptionnel. C'est là qu'on se rend compte qu'on peut être chanceux d'avoir remporté ce match. Mais non, là, les rebonds offensifs, bah, on l'a dit toute la saison, hein.
Ça va pas du tout. Donc déjà, Chet qui s'est fait, on s'y attendait, mais peut-être pas à ce point, complètement bougé par Valanciunas. Voilà, il a mangé. Il prend 20 rebonds en total, 9 offensifs. Mm. Mais au-delà de Chet, il y a 9 autres rebonds offensifs qui impliquent toute l'équipe, où on voit, encore quand c'est des putbacks ou des rebonds offensifs sur des drives, ça me dérange moins parce que souvent c'est à cause d'une aide. Donc encore là, ça me dérange moins. Mais quand c'est sur des tirs à 3 points et que c'est juste de la nonchalance qui est pas assez dur, ça me dérange plus. Souvent, Shea et J-Dub sont impliqués pour avoir Mm. regardé les rebonds offensifs à nouveau. Je vous invite à regarder J-Dub sur les 3 rebonds offensifs des PS dans le clutch. Pas du tout concerné, vraiment pas du tout concerné, alors que c'est censé être notre 4 dans le 5 majeur quand même. Donc ouais, il va falloir tout simplement être plus dur. Il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Juste être plus dur sur les box-out et s'imposer physiquement, même si, on le sait, les Pels, ils ont un avantage physique logique sur nous. Mais de toute façon, il faut faire avec, on va pas changer ça. Ouais, 19 rebonds, dont 8 offensifs dans le quatrième quart-temps, rien que pour les Pels. Ah ouais, ah ouais. 18 rebonds offensifs, dont 8, pardon. C'est pas 19, c'est 18. Ce qui était drôle en plus, c'est qu'à un moment dans le quatrième quart-temps, il y a 12 rebonds offensifs à 8. Ça s'équilibre presque au niveau des rebonds offensifs, et puis après, ça décolle du côté des Pélicans. OKC a été plutôt bon dans le troisième quart-temps, justement. Il me semble qu'il y a 6 rebonds offensifs ou 5 rebonds offensifs dans le troisième quart-temps, avec Lou Dort qui prend des rebonds offensifs, avec Jane Williams qui prend des rebonds offensifs. C'était venu un petit peu s'équilibrer là où dans le quatrième quart-temps, c'était vraiment comique. Je pense que tu en as parlé sur cette notion de rebond. Pour moi, il y a plusieurs types de rebonds offensifs. Il y a le pur rebond de physicalité où Jonas Valanciunas vient déposer Chet où il prend le rebond dessus. Il y a des rebonds où l'aide, ou en tout cas le box-out n'est pas suffisant, où Chet va contrer. Donc du coup, ça laisse un Valanciunas grand ouvert qui met un putback. Il y a une action très précise qui me vient en tête où il me semble que c'est McCollum qui tente un flotteur. Chet essaye de le contrer et du coup, laisse Valanciunas grand ouvert. Il y a des rebonds de joueurs des Pels qui arrivent lancés pendant qu'OKC reste un peu planté dans le ciment à regarder la balle. Il y a des rebonds de hustle play, tout simplement, de pur hustle play. Je trouve que voilà, les joueurs comme Herb Jones, les joueurs comme Larry Nance sont pas mal out hustle les joueurs du Thunder. Et puis après, voilà, il y a des situations où tu es mal positionné, où tu fais pas forcément le box-out. Il y a un rebond offensif, encore une fois, de Jonas Valanciunas, où J-Dub est derrière lui, il le retient, mais tu sais pas trop à quoi il sert finalement, parce que il est derrière, il est même pas devant, il le disrupte pas. Donc voilà, je trouve qu'au niveau de cette problématique des rebonds, on en avait parlé quand on avait fait la preview sur les 2 derniers matchs face aux Pels, ça avait été plutôt équilibré au niveau des rebonds, et là en fait on est revenu dans le schéma complet du premier match où les Pels nous ont démolis au niveau des rebonds, et au OKC, soit par nonchalance, soit parce que voilà, tu as des situations où Valanciunas il pousse ce chat, il lui prend le rebond dessus. Ça, c'est un truc normal, mais qui a une certaine nonchalance de certains joueurs. Je trouve ça un peu plus embêtant. Je trouve qu'on le voyait moins sur la seconde partie de saison. Et un dernier point, effectivement, sur cette fameuse séquence des Pels qui prennent 4 rebonds offensifs. Regardez le désintérêt de Jalen Williams, mais regardez où se trouve Chet après le premier rebond offensif des Pélicans. Les 3 points de loupé de CJ McCollum. Si vous ne voyez pas dans le cadre pendant 15 secondes, c'est normal. C'est parce qu'il est parti. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Peut-être qu'il attendait un rebond pour mettre un dunk en transition, mais je ne sais pas ce qu'il attendait. Il revient tardivement. Du coup, ça donne une situation où OKC, assez miraculeusement, comme tu l'as dit, n'encaisse pas de panier, mais c'est un point qui a énormément permis aux Pélicans de rester dans le match, notamment début de quatrième quart-temps, où tu sentais que le momentum était pas loin de tourner complètement en faveur de OKC, et les Pels parviennent à revenir parce qu'il y a des rebonds offensifs, et en plus, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit sur le jeu de transition. Quand tu te manges 20 rebonds offensifs, tu peux pas développer ton jeu en transition, donc ton attaque est moins bonne et tu reviens sur du jeu de demi-terrain. Ouais, tout à fait. Les Pels prennent 11 tirs de plus que nous. Oui. 11 tirs de plus que nous et on prend 24 points sur seconde chance. Oui. Sur 92, ça fait quand même un bon pourcentage. Ouais, ça fait 25%, ouais. Voilà, c'est ça, quoi. Donc bon, on va voir. On va voir sur les prochains matchs si on arrive à faire mieux, mais c'est sûr qu'il va falloir remédier à ça très vite. Ouais.
Bon, on va parler du sujet qui, moi, m'a frustré encore peut-être un peu plus que les rebonds. Les pertes de balles, notamment que ce soit dans le premier ou que ce soit dans le quatrième quart, c'est vraiment les deux opposés. C'était au début et c'était à la fin. Je pense que là, on peut un peu inculquer, on peut un peu prétexter la pression du match parce que c'est des pertes de balles qu'on n'a jamais vues en fait cette saison du côté d'OKC. C'est des pertes de balles qu'on n'a jamais vues et je trouve que moi j'ai eu la très vilaine impression de revoir des matchs quand je préparais les podcasts rétro de playoff l'été dernier, de revoir des matchs sous Russ et KD où vraiment tu ne tentes pas de tir, c'est juste perte de balles. Et ce qui est intéressant, c'est que les pertes de balles sont variées en plus, donc on peut les analyser. Il y en a une première, c'est dans le quatrième quart, milieu de quatrième quart, Najee Marshall qui vient faire une interception sur J-Zob, où là aussi c'est du physique pur. C'est-à-dire qu'il lui rentre dedans et du coup, J-Dub est déséquilibré au niveau de son dribble et Najee Marshall parvient à faire l'interception. Il y a des situations où Shai et Chet ne se comprennent pas. Du coup, Shai s'attend à ce que Chet vienne rouler près du cercle alors que Chet se met pour post-up. Donc, ça donne une passe qui va nulle part. Tu as des situations, encore une fois, de physicalité où c'est la dernière perte de balle de Shai. Il se fait un peu rentrer dedans sur du post-up par Herb Jones. Du coup, il fait une espèce de passe d'urgence pour Lugensdort, que la passe, elle est 2 mètres à côté. Voilà, ça, c'est des situations qu'on n'a vraiment pas vues cette saison du côté de Casey. Est-ce que c'est un manque de pression? Et enfin, est-ce que c'est lié à la pression? Est-ce que c'est la physicalité supplémentaire des Pélicans qui nous a un peu empêché de vraiment développer notre jeu et qui nous a forcé à un petit peu rusher certaines actions? Je ne sais pas, mais toujours est-il que j'ai trouvé, malgré leur maladresse, que les Pélicans étaient plus sereins au niveau de la conservation de balles, que finalement les 2-3 turnovers qu'ils perdent dans les 2 dernières minutes, c'est un écran mobile de Valanciunas sur J-Dub et c'est la faute offensive de Ingram sur Lou Dort où il lui rentre quand même bien dedans. Donc pour moi, il y a une bonne faute offensive, mais vraiment ces pertes de balles, je pense pour moi que c'est lié à la pression. Je vois pas pourquoi t'as pas vu ça toute la saison et que ça apparaît au premier match des playoffs et qu'il n'y ait pas de raison hormis la pression. Mais c'est un point qui m'a vraiment frustré parce que tu avais l'impression de revoir KD et Russ, et d'autant plus que ça concerne Shai qui a été loin d'être extraordinaire juste avant. Ouais, je te rejoins complètement, évidemment. Parce qu'en fait, le truc, c'est que en soi, on perd que 13 balles, ce qui n'est pas non plus énorme. Mais comme tu le dis, c'est tellement des pertes de balles stupides. On perd un peu la balle tout seul. Tu vois, c'est pas. Les Pels, ils en ont provoqué quelques-unes. Mais c'est des balles qu'on perd un peu tout seul, où on se précipite. Et comme tu le dis, je pense qu'il y a une bonne partie est due à la nervosité des playoffs que t'as pas en régulière, où tu es un petit peu moins confiant. Et tu vois, l'action que tu disais où Shai se comprend pas avec Chet, c'est un truc qu'on a rarement vu, où tu as Shai qui se précipite, qui essaye de faire la passe à Chet qui a même pas encore roulé. C'est un truc qu'on n'a jamais vu. D'ailleurs, Shai qui a 3 pertes de balles sur le match, donc vraiment les 3 dans le passage du début du Money Time où il est absolument affreux. Heureusement qui se remet bien. Mais ouais, les pertes de balles, ça m'a évidemment frustré, mais je suis pas trop inquiet sur la suite de la série parce que je me dis qu'avec le rythme et avec l'équipe qui va tout simplement s'installer dans la pression des playoffs, j'imagine que ces pertes de balles un petit peu précipitées, un petit peu stupides, un petit peu d'erreur de jeunesse aussi. Cette équipe est jeune, on le sait, même si elle joue beaucoup plus vieille qu'elle n'y paraît. J'ai tendance à penser que ça va se dissiper. Mais oui, très, très, très frustrant. Et c'est vraiment le fait que on perd 13 balles, c'est pas énorme, mais c'est juste des pertes de balles qu'on n'a jamais vues, qui ne sont pas tellement provoquées par l'énorme défense des Pels et leur densité physique, même si évidemment, ils nous ont embêtés, ce qui a provoqué ces pertes de balles. Des pertes de balles qui sont coûteuses, surtout. Plus que le chiffre, c'est qu'elles sont surtout coûteuses parce qu'elles arrivent à des très mauvais moments. OKC perd 6 ballons dans le quatrième quart, soit quasiment la moitié sur l'intégralité du match. Et même au-delà de ça, je trouvais que, tu vois, il y a des situations de perte de balles qu'on n'a jamais vues. Genre J-Dub qui perd la balle sur un drive où il se fait, où tu as un défenseur des PS qui vient en aide et qui, du coup, qui strip la balle pour récupérer. Ça, c'est des situations qu'on n'a jamais vues. Donc, effectivement, un petit peu de pression et aussi un petit peu de manque d'aspect physique. Après,
Ah, il y a quelques trucs. Un dernier point avant vraiment de passer sur l'individuel, je te lancerai sur ça. Moi, j'ai trouvé que les Pels, notamment avec Larinen, c'était bien mieux, enfin, ont bien plus utilisé le pick and roll que nous, notamment sur les minutes avec Larinen, où j'ai pas trop compris au KC qui venait systématiquement doubler, ou Ouais, avec Chet qui venait en aide sur McCollum. Du coup, ça donnait énormément de situations de Larinen ça permettait à Larinen de dunker. Il y a une situation juste avant l'action que vous avez vue sur Twitter en fin de deuxième mi-temps où l'action offensive précédente des Pels, c'est exactement ça, c'est McCollum avec Larinen qui vient rouler, il y a une trappe sur McCollum et du coup Larinen qui se retrouve avec un dunk wide open. Le contre de Chet en fin de match, le premier contre de Chet sur Larinen, c'est exactement le même scénario. Donc j'ai trouvé que OKC avait été beaucoup moins bon sur l'implication de son rollman, notamment avec Chet et même avec Jelin qui n'a quasiment jamais roulé, que les Pels où tu avais vraiment des décalages qui étaient créés, aussi parce que la défense du Thunder venait un petit peu trapper sur McCollum et lui laisser du playmaking, ce que je trouve pas forcément être une très bonne idée. Ouais, tout à fait d'accord. Il y a une action moi qui m'a marqué dans le quatrième quart où c'est Larry qui pose un pic à Ingram et t'as Chet qui vient prendre à deux et du coup t'as Larry Nance qui roule et qui finit au dunk tout seul. Je comprends pas trop pourquoi, sachant que Ingram était en plus assez froid. Merci Dort. Donc ouais, pas trop compris. Mais c'est vrai que le Thunder n'a pas très bien utilisé Chet, ça me fait la transition. On en a parlé un petit peu avant le podcast. Voilà. Jonas Valanciunas a été énormément sur le terrain parce qu'il a été bon offensivement, il nous a emmerdé, il a pris des rebonds comme on l'a dit, et surtout parce qu'on n'a pas du tout réussi à, l'utiliser pour nous offensivement, et notamment avec Chet, où on l'a très peu vu en pick and pop. Il y en a deux, je crois, pick and pop de Chet où ça met dedans, et, très peu de roleplay avec Chet qui va au cercle. Et donc j'attends beaucoup plus de Chet offensivement sur ce Game 2 et sur la suite de la série. On l'a vu pendant le match, je crois qu'il y a 3 drives depuis derrière la ligne à 3 points, et à chaque fois ça fait mouche. Il en rentre 2 avec 2 turnaround shots, et tu en as un où il est au cercle, mais ça passe pas de très peu. Et pour moi, si on arrive à cibler Jonas Valanciunas avec Chet Holmgren, là, ça peut débloquer quelque chose en attaque. Ce qu'on n'a pas vraiment fait là sur ce Game 1. On l'a vu par petites séquences, mais pas du tout assez. Et ça a fait que finalement, Chet n'était pas tellement en rythme en attaque. Et pour moi, sur des écrans, si ça switch, bah, évidemment, si c'est Shea ou J-Dub, bah, tu joues Jonas Valanciunas en 1 contre 1. Et sinon, si ça prend un 2, pick and pop sur Chet. Et si ça vient en aide, Chet, il peut tranquillement prendre de vitesse sur un drive et finir au cercle, ou fixer le défenseur et faire ce qu'il aime bien faire, son reverse ou son tir en se retournant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Assez déçu du match de Chet dans le sens où il a soufflé un petit peu le chaud et le froid. J'ai trouvé, bon, déjà, il fait quand même peut-être les 2 actions les plus clutch, les 2 actions défensives les plus clutch dans le Money Time, avec le contre de derrière sur le dunk de Larry Nance. Sinon, c'était plus 4 Pels, et là, plus 4 Pels avec, il me semble qu'il reste 2:30 à jouer. Bon courage, peut-être même moins de 2 minutes. Bon courage pour essayer de remonter vu comment ton attaque galérait. Et l'autre compte sur le flotteur de Larry Nance avec 1 minute à jouer, qui ensuite amène le tir de Shea. Le timing est incroyable, hein, parce que ça peut très vite faire goaltend. En tout cas, oui, goaltending, mais pas goaltending au niveau de la raquette parce que le tir descend. Donc voilà, défensivement, je trouvais qu'il fait quand même 2 actions clutch. Offensivement, j'ai trouvé qu'il était un petit peu frustrant. Il n'a pas forcément été très bien servi. J'ai trouvé qu'en première mi-temps, là aussi, on avait vu plus de situations de pop que ce qu'on a vu en seconde mi-temps. Finalement, les 2-3 points qu'il met du match, c'est 2 situations de pick and pop où il est servi. Il est un peu above the break. Il me semble que il met les 3 enfin, il met le premier panier du match et il met le panier qui fait passer OKC à +10 dans le quatrième quart. Dans le quatrième, ouais. En dehors de ça, j'étais assez frustré, que ce soit de son utilisation, que ce soit lui, les choix qu'il a pu faire. Je trouve qu'il y a quelques situations où il va essayer de post-up Valanciunas où j'ai pas compris vraiment. Il essaye de post-up Valanciunas pour faire un turnaround dessus. Et par contre, en fin de match, il fait un post-up sur McCollum.
il fait à peine le post-up, il l'enfonce même pas, il fait un turnaround dessus. Ça, c'est une situation que j'ai pas compris. Je pense que ce sera vraiment le point à développer offensivement pour tout débloquer chez Chet et même dans l'attaque du Thunder. S'il arrive à développer ce turnaround fadeaway de manière régulière, je pense que ça peut aider. Parce qu'on a vu que le Thunder, globalement, avant de parler peut-être de Josh Giddey, a manqué d'un troisième créateur derrière chez Gilgeous-Alexander et Jalen Williams, parce que derrière, c'était un petit peu le néant absolu. Défensivement, je trouve que oui, il y a des situations de post-up où il s'est fait bouger par Valanciunas, ça on s'y attendait. Il y a des situations où il s'est fait bouger au rebond, mais j'ai trouvé que parfois il est retombé un petit peu dans l'excès de début de saison où il voulait tellement contrer qu'il se mettait hors de position, puisqu'il laissait parfois des rebonds offensifs. Là où j'ai trouvé que sur la seconde partie de saison, en sortie de All-Star Break, il était beaucoup plus dans la science du placement que vraiment dans le contrat gogo. Donc, il finit quand même en 15 points, 11 rebonds avec 5 comptes, mais je pense que lui aussi, il y avait pas mal de stress, il en a parlé en conférence de presse, pas mal de pression. Je pense que ça peut l'aider un petit peu à se décharger au niveau pression, mais il est largement capable de faire mieux sur le restant de la série. Oui, c'est sûr. Après, voilà, la plupart de ces gars, c'est leur premier match en playoff. Faut quand même pas l'oublier. En plus, dans un duel très physique comme ça, où il y a très peu de points, très défensif, c'est pas facile. Mais c'est sûr qu'il peut faire mieux et je l'espère, il va faire mieux. Passons à celui qui a lui aussi soufflé le chaud et le froid, mais qui a rentré les 2 tirs les plus importants du match. C'est chez Gilgeous-Alexander. Charlie Lee, je vais te plonger dans le grand bain avant de. Là, je peux faire le présentateur, donc je suis pas obligé de prendre position dès le début. Charlie Lee, qu'est-ce que tu as pensé toi, du match de chez Gilgeous-Alexander? Un troisième quart excellent, un quatrième Kobe-esque, j'ai envie de dire, avec beaucoup d'erreurs, mais les 2 tirs les plus clutch. Qu'est-ce que tu as pensé toi de ce match? Déjà, est-ce que pour toi, tu été le meilleur joueur d'OKC cette nuit? Et secondement, qu'est-ce que tu as pensé de ce premier match de Shai en tant que franchise player en play? J'ai fait le live tweet et j'ai mis chez MVP. Est-ce que s'il n'avait pas rentré ces 2 tirs à la fin du match, j'aurais mis MVP? Je sais pas. Parce qu'il m'a vraiment énormément frustré dans ce quatrième quart où pendant 5-6 minutes on marque pas, où il fait 3 pertes de balles, il se fait contrer, il rate des tirs, il est complètement perdu, mais il arrive à se ressaisir et à marquer ce tir, ce mid-range et ce N1 sur CJ McCollum. Donc c'est assez fort quand même de sa part, mais je suis quand même au global. Je vais pas dire que je suis satisfait parce qu'il y a des choses à revoir, mais quand même, je trouve que c'est quand même un bon match de chez Gilgeous-Alexander qui est quand même à 28 points avec des pourcentages, on va dire, plutôt corrects si on s'en tient au fait que c'est les playoffs. Voilà, comme tu l'as dit, un troisième quart-temps exceptionnel. Il a quand même été en rythme sur tout le match, mis à part, comme on l'a dit, dans le Money Time où il y a eu ce gros trou. Comme tu l'as dit aussi, il y a eu des lectures un petit peu mauvaises, mais je m'attendais pas non plus à ce que Shai, durant son Game 1 durant ce Game 1 fasse 0 erreur. Donc je suis quand même assez serein, notamment pour la suite de la série, parce que je sais qu'il peut faire mieux. Et aussi par rapport à la match-up Herb Jones, je voulais en parler un petit coup, on en a beaucoup parlé sur la preview. Il s'est quand même assez bien démené face à lui. On va pas se mentir. Il a aussi quand même provoqué pas mal de switch. Voilà, il marque pas tous ses paniers sur Jones, mais il n'a pas été lock par Jones du tout, loin de là. Ah bah non, il marque pas tous ses paniers sur Herb Jones, puisque le seul panier qu'il met sur Herb Jones, c'est celui pour revenir à égalité. Donc c'est le seul panier. Enfin, l'avant-dernier, parce qu'il y a le N1 sur McCollum juste après. Non, je suis d'accord avec toi. Assez un peu frustré, on va dire, par le match de Shai, dans le sens où je l'ai souvent trouvé à contretemps en première mi-temps, c'est-à-dire que je trouvais qu'il forçait un petit peu son jeu individuel au niveau des lectures. Voilà, il y a quelques situations où ça reste le point faible de Shai, ça reste le playmaking, où voilà, certains, on va dire qu'il est plus focus sur le scoring, et s'il n'arrive pas à créer de décalage, là, il va commencer à penser au playmaking. C'est un peu ce qui est embêtant sur certaines séquences. Troisième quart-temps, je l'ai trouvé très bon. Bizarrement, ça correspond aux minutes où tu as ni Herb Jones, ni Trey Murphy, me semble, sur le parquet. Et du coup, les Pels font 2 minutes de Tyson Daniels avec du Najee Marshall et du José Alvarado. Là, on a vu que
la taille, c'était un facteur essentiel pour défendre sur Shea, parce qu'Alvarado a essayé une possession, il se fait enfoncer, ça finit en turnaround mid-range et ça fait ficelle. Ils l'ont plus jamais remis ensuite sur Shea. Dans le quatrième quart, il débloque complet dans le sens où il y a un turnaround fadeaway sur Najee Marshall à 2 mètres du cercle, là, ligne opposée, où il le met. Et après, il y a ce festival à 3 points où il tente des step back. D'ailleurs, si on prend la saison régulière, Shea a manqué ses 15 derniers tirs à 3 points. Voilà. Bon, c'est pas un très bon shooter, mais quand même, ce serait bien qu'il en mette un de temps en temps. Et je trouve que il y a vraiment eu cette sensation il voulait tuer le match avec un step back à 3 points. Oui. Et il a forcé sur certaines situations. Ouais, il a forcé sur certaines situations. Voilà, il y a les pertes de balles. Et tu sens que les pertes de balles plus les tirs loupés, voilà, où il se fait contrer par Trey Murphy, ça amène à une situation bien précise où c'est le drive de Lou Dort, là, où il envoie son flotteur, où ça finit en airball. Shea est sur Herb Jones. Il fait son move qui normalement enclenche un step back où il met un pied dans la raquette et du coup il fait un step back. Sauf que là, il ne le prend pas. Du coup, Herb Jones parvient à combler l'écart. Shea se retrouve un peu enfermé. Ça donne une passe à Lou Dort qui ensuite va driver. Je pense que ça a montré un petit peu le manque de confiance qu'il a pu avoir à cet instant-là. Je pense que dans un match où il met dedans, ou si les minutes précédentes il met dedans, je pense que ce step back-là, il le prend. Mais après, il met les 2 gros tirs de la gagne. Je trouve que défensivement, ils l'ont pas mal impliqué dessus. Il a pas mal défendu sur Herb Jones, lui aussi. Mais ils l'ont beaucoup plus impliqué sur de la défense individuelle parfois que ce qu'on a pu voir durant la régulière. Donc voilà, il a mis les 2 plus gros tirs du match. Il faut quand même les rentrer parce que les 2 tirs sont pas faciles. La faute de McCollum, je pense qu'il prend la main, mais enfin, je pense qu'il prend le poignet, mais elle est quand même légère. Elle est légère. Et aussi quelques points que j'ai remarqué, notamment dans le 3e quart-temps, il y a un drive où il essaye de provoquer la faute et ça finit du coup en lay-up catastrophique. Il cherche encore des fautes qui sont plus sifflées en playoff. Et je pense que ça, ce sera un truc qu'il faudra ajuster sur le match. Il va s'adapter de toute façon. Troisième homme qu'on va citer, après on parlera plus globalement d'autres joueurs de la rotation avec les questions des tweetos. Monsieur Lugensdort. Non, on va prendre. Bref, je sais pas. Tu veux Lugensdort ou Jalen Williams? Je suis présentateur, mais je fais participer. Allez, je prends Lou Dort. Prends Lou Dort. Lou Dort, qui défensivement, voilà, a fait rentrer Ingram dans la Dorture Chamber, comme les gens aiment l'appeler. Très 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 solide défensivement sur Ingram, passe très bien à travers les écrans. Vraiment, on n'a pas vu la différence de taille. Il a joué beaucoup plus grand que sa taille. Il a vraiment embêté sur les drives. Franchement, match parfait défensivement de Lou Dort. Maintenant, offensivement, on l'a pas beaucoup vu. Hein. C'est du Lou Dort. Il met 2 tirs à 3 points. Voilà, il fait 2 sur 4. Mais on n'a pas retrouvé le Lou Dort souvent ouvert à 3 points. Il a quand même été plutôt défendu finalement. Après, c'est un joueur qui met plus de 40% à 3 points. Donc, les Pels ont tout intérêt à un petit peu le défendre derrière l'arc. Mais non, Dort très très solide. On avait parlé dans la preview justement des oppositions défensives. Est-ce que Dort allait défendre plutôt McCollum? On penchait plus sur le fait qu'il allait défendre sur McCollum et que Jalen Williams allait plus se coltiner Ingram. C'était plus par rapport à la taille où on avait un petit peu des inquiétudes. Mais finalement, Lou Dort s'est super bien démerdé sur Ingram. Et au contraire, Jalen Williams a un petit peu plus eu du mal sur McCollum, même s'il n'a pas non plus mis une sauce, mais c'était un petit peu plus compliqué pour lui. Mais non, très gros match défensivement de Dort. On sait qu'il aime les grands rendez-vous. On se rappelle des playoffs 2020. Voilà. J'avais pas trop de doutes sur lui, mais en tout cas, il a vraiment répondu au rendez-vous de ce Game 1. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je ne veux pas m'étaler outre mesure sur ce match de Dort. Je trouve que défensivement, sur Ingram, il a été exceptionnel. Le nombre de turnarounds contestés qu'Ingram a pris, où le Dort il est sous son nez au niveau du contest. Alors, il y en a quelques-uns qui met parce que la qualité technique d'Ingram est exceptionnelle, mais les tirs étaient vraiment très difficiles et OKC a refusé pas mal de switch lorsque Lou Dort défendait sur Ingram. En attaque, un peu comme le reste de l'effectif, j'ai trouvé un peu absent, un peu en retrait. Mais finalement, quand on a vu qu'il se mettait un peu en avant, ça donne 2 drives qui sont assez catastrophiques. Donc autant le laisser dans les 3 points.
Charlie Lee, passons aux questions des tweetos, comme ça va nous permettre d'aborder un petit peu les autres catégories. Première question, alors attendez. Tiens, on va parler justement de l'homme qu'on n'a pas cité depuis le début de cet épisode. Question de Thibaut Vincent. Au vu du game, est-ce que vous pensez que Mark Daigneault enlève Giddey pour commencer avec Chet aux côtés de Jalen ou de Kedrinch pour éviter de se faire tuer au rebond? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être viable? Qu'est-ce qu'on en pense Ça rejoint un petit peu une question de Pastazovix qui nous demande 11 joueurs pour le Game 1, est-ce qu'on réduit de la rotation? Qu'est-ce qu'on a pensé un petit peu de cette utilisation de Josh Giddey et de cette rotation dont on en avait parlé, qu'on avait spoilé au début de la preview à 11 joueurs? Alors, concernant Josh Giddey, donc du coup, pour répondre à la première question, est-ce que je mettrais Kenrich ou Jalen dans le 5? Non. Pour moi, non. Ça me semble difficile de mettre les deux et jouer tall ball parce que je pense que finalement, tu vas te faire allumer, de l'autre côté du terrain. Mais concernant du coup l'utilisation de Josh Giddey, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure quand je parlais des mouvements off-ball. Ben voilà quoi, Giddey, il n'a pas été bon, hein, mais il n'a pas non plus posé les problèmes qu'on pouvait lui reprocher pendant la saison régulière. C'est-à-dire qu'ils l'ont pas trop ciblé en défense. Il a été correct en défense, j'ai trouvé, voilà, plutôt pas mal. C'était pas exceptionnel, évidemment, ça reste Josh Giddey, mais voilà, ils l'ont pas ciblé non plus. Et pareil en attaque, on n'a pas revu le Jonas Valanciunas qui prend Giddey et qui ne le défend pas et qui le laisse ouvert à 3 points. Je pense que ils ont retenu la leçon du dernier match où Giddey sort un de ses meilleurs matchs de la saison. Mais non, assez déçu comme ça a été tout au long de la saison de pas voir Giddey poser des écrans off-ball, de proposer quelque chose pour créer des décalages et offrir des switches. Maintenant, est-ce que je réduirais ses minutes dans la rotation? Oui, pourquoi pas, s'il joue comme ça, oui. Après, s'il met dedans et s'il trouve du rythme, voilà, je pense encore que Josh Giddey peut apporter offensivement à cette équipe du Thunder. Maintenant, est-ce que je l'enlève du 5? Pas pour le moment. Et est-ce que je mets Kenrich ou Jalen? Non. Après, mettre un Cason Wallace ou un Aaron Wiggins me semble déjà plus plausible et me semble plus cohérent pour le coup que jouer tall ball avec Kenrich ou Jalen. Pour moi, est-ce que c'est possible que Mark Daigneault t'enlève Giddey? Non. C'est-à-dire que on en avait parlé quand on avait fait la preview. Il sortira jamais Giddey du 5 majeur. Sache que Giddey joue déjà pas énormément. Il joue 19 minutes sur ce Game 1. C'est autant que, allez, c'est 40 secondes de plus que Cason Wallace, par exemple. C'est autant que les les trois remplaçants qui ont vraiment joué du côté des Pels. Donc, il joue quasiment comme un remplaçant. En tout cas, il a le temps de jeu d'un remplaçant. Moi, je l'ai trouvé assez invisible. Et en fait, c'est pas forcément rassurant. C'est-à-dire qu'il n'a pas été bon. Ça, c'est sûr qu'il n'a pas été bon. Mais il n'a pas été si mauvais que ça. Mais tu sens que c'est à lui que devrait revenir la responsabilité d'être ce troisième créateur, ce troisième apport au scoring que tu n'as pas eu sur ce Game 1. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, tu avais chez Jalen Williams et derrière, c'était un petit peu le néant. Personne ne créait vraiment rien. Voilà, Chet, il y a quelques situations, mais on voit que c'est encore un peu trop brut pour vraiment être régulier, pour vraiment faire un point d'appui sur des matchs serrés. C'est là où le manque d'impact de Giddey est important parce que ça reste malgré tout un titulaire et que tu sens que premier quart-temps, il perd 2 ballons, donc du coup, il perd confiance. Défensivement, il a été plutôt correct, même s'il y a quelques situations où Trey Murphy le prend quand même bien de vitesse pour aller driver. Donc voilà, moi je l'ai trouvé assez invisible. Après, est-ce qu'on enlève Jalen est-ce qu'on enlève Josh Giddey pour mettre Jalen ou pour mettre Kenrich? Pour moi, ça fait une transition toute trouvée sur le banc. Je trouve que le banc n'a pas particulièrement été rassurant dans le sens où pour moi, il n'y a pas un joueur qui se démarque particulièrement positivement des joueurs qui ont été sur le banc. Alors oui, ça a tourné à 11. Finalement, vous prenez les 3 joueurs de rotation de rotation donc qui n'étaient pas titulaires des PES, que ce soit Alvarado, Larry ou Najee Marshall, parce que les 3 minutes de Dyson Daniels, on ne va pas les compter. Ces 3 joueurs-là ont plus, voire autant joué que Cason Wallace, Aaron Wiggins, Isaiah Joe, qui sont eux aussi quasiment les 3 seuls joueurs à vraiment sortir de la rotation et vraiment avoir un temps de jeu correct. Je trouve que Gordon Hayward, invisible pendant les 9 minutes qu'on l'a vu. Je pense que lui, pour le coup, doit sortir de la rotation parce qu'on n'est pas
on n'est pas à un coup d'essai au niveau du manque d'impact et de l'invisibilité de Gordon Hayward. C'est pas juste un truc sur le match 1. Je trouvais qu'Aaron Wiggins, encore une fois, a été parfait. Je trouve que Cason Wallace a été quand même assez intéressant pour la défense sur CJ McCollum ou sur Alvarado. Il a quasiment défendu que ces deux joueurs-là. Après, Kenrich, assez invisible. Jalen, j'ai bien aimé les minutes de Jalen. Je trouve que voilà, il y a une situation où Valanciunas, il recommence son post-up, il voit que c'est Jalen Williams, il fait ah, c'est pas le même gabarit, donc du coup, ça part sur autre chose offensivement pour les Pels. Je l'ai trouvé plutôt intéressant, pas forcément trop ciblé sur sa défense en drop, parce que les Pels n'ont pas forcément le matériel pour cibler sa défense en drop ou son manque de capacité à défendre en edge. Donc au niveau du banc, c'est difficile parce que tu peux pas sortir vraiment un joueur qui pour moi était resplendissant au niveau des remplaçants. Ouais, tout à fait d'accord, pas grand-chose à ajouter. Après voilà, t'as un Isaiah Joe qui a pas forcément été servi et n'a pas réussi à trouver les espaces. Il a été plutôt bien défendu, donc il a pas pu trouver ses shoots. Voilà, il en a eu un exceptionnel qui a fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a fait lever la foule pour passer à +7. Mais à part ça, il a été assez invisible. Voilà, Gordon Hayward, je l'avais dit dans la preview que j'avais hésité à l'enlever de ma rotation quand on avait compté nos minutes en rotation. J'avais dit si ça continue comme en saison régulière, qu'il est fantomatique, bah autant l'enlever parce que ok, t'es pas mauvais, mais t'es pas bon, quoi. T'es juste fantomatique. Autant l'enlever. Et j'aimerais juste revenir un tout petit coup sur Kenrich, que j'ai trouvé assez intéressant en première mi-temps, où ils ont essayé de le cibler sur des switches sur Ingram et il a très très bien défendu sur lui. Alors il s'en prend un sur la tête, mais vraiment, il peut pas faire mieux, quoi. C'est juste good defense, better offense. Et par contre, en deuxième mi-temps, il a encore été un petit peu ciblé, notamment par McCollum. Et là, il s'est un petit peu fait manger, et aussi par Larry Nance. Physiquement, t'as Larry Nance qui lui prend un énorme rebond offensif sur la tête. Donc, j'espère que Kenrich va quand même parce qu'il peut avoir un énorme rôle à jouer aussi, hein. De toute façon, Kenrich, on le sait, c'est un des plus vieux de l'effectif. Bon, il a jamais joué de match de playoff avant celui-là, Mm. mais il peut avoir un gros rôle dans son rôle de poste 5 en small ball. Mais j'attends un petit peu mieux de lui, voilà, un petit peu dans la continuité de sa première mi-temps, ça serait bien. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Et quelques situations, lui, pour le coup, en rollman, où il avait réussi à être trouvé, contrairement à Jalen ou contrairement à Chat. Mm. On va passer sur les deux dernières questions des tweetos qui vont nous permettre de nous projeter un petit peu sur le match 2 très rapidement. Question, je vais retrouver le pseudo. Question de Basketball Thunder 2 de Sam29. Très rapidement, est-ce qu'on est confiant sur notre réussite à 3 points? Je pense qu'on en a parlé tout au long. Il y a beaucoup On de en a tirs parlé, ouverts. ouais. Je pense que la réussite qu'on a vue tout au long de la saison régulière ne va pas disparaître tant que tu gardes des tirs de qualité comme ce que tu as vu en première mi-temps de ce game. Ouais, rien à rajouter. Voilà, il y a la pression du premier match de playoff, ça va finir par rentrer. Et comme tu l'as dit, des bons shoots, ça va finir par rentrer quand tu as des bons shooters. Ouais, même si J-Dub montre une fois de plus que depuis son retour de blessure, il est un petit peu fâché avec son tir extérieur et que C'est vrai. Shea, au niveau de ses catch and shoot et de ses step back, est loin d'être parfait, on va dire. Dernière question qui là se projette complètement sur le game 2, question de Manier. Quelle est la solution au shotmaking des Pels, que ce soit Trey Murphy, que ce soit CJ McCollum, que ce soit Herb Jones? Alors je mettrais Murphy et CJ McCollum dans une autre catégorie qu'Herb Jones, que plus sur du catch and shoot, alors que on est sur du catch and shoot, mais à 9 mètres pour Trey Murphy, donc c'est un peu plus dur. Une défense plus agressive sur l'extérieur, quitte à laisser Chet seul sous le cercle. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sort plus agressif, de manière plus agressive sur eux? Est-ce qu'on aide un peu moins dans la raquette? Qu'est-ce que tu ferais, toi, pour essayer de contrer un Trey Murphy qui nous a quand même pas mal sanctionné sur ce game? Ouais, on s'est fait sanctionner. Après, j'ai quand même trouvé qu'on avait bien défendu, tu vois. On prend 92 points. Certes, les Pels mettent pas grand-chose, mais ils ont quand même quelques tirs ouverts, mais des tirs plutôt contestés. Trey Murphy, mais pas que des tirs ouverts à 3 points. Et même dans ses drives, tu vois, il a fait un énorme match, mais si on n'a pas non plus mal défendu, j'ai trouvé. Donc ouais, pourquoi pas être plus agressif? De toute façon, c'est quelque chose qu'on sait faire, hein.
C'est ce qu'on a fait un petit peu toute la saison, être agressif sur les lignes extérieures pour provoquer le maximum de pertes de balles. Et si ça passe le premier rideau, bah, t'as Chet qui va être là en second rideau. Mais moi, oui, Trey Murphy a été un problème, mais après, je le vois pas refaire ce match tous les matchs de la série, tu vois. Genre, je pense qu'on a globalement plutôt bien défendu. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense que Trey Murphy est un joueur, quand tu vois le volume et quand tu vois, enfin, pour avoir beaucoup suivi les Pels cette saison, je suis pas surpris que Trey Murphy soit capable de prendre feu et de planter des 3 points à 9 mètres. Je pense que la réelle difficulté, c'est que la défense du Thunder, elle peut pas tout couvrir en même temps. C'est qu'il y a un C'est moment, ça. il faut pick your poison. Et je préfère me prendre des banderilles à 9 mètres de Trey Murphy plutôt que des post-up de Valanciunas ou que des 3 points dans le corner de Herb Jones. Donc, je trouve que la défense du Thunder a plutôt bien défendu sur le 3 points. Je pense que si tu es trop agressif sur le porteur et sur le poseur d'écran, on l'a vu, ça donne des Oui. situations où tu as le roadman et du coup, tu as un Valanciunas qui kick out sur un Herb Jones qui tente un tir dans le corner wide open. C'est dans le 4e quart, il ne le rentre pas, il me semble, c'est quand il y a 88 partout ou 90 partout. Là, pour le coup, tu as de la chance que Herb Jones, un shooter d'aussi bonne qualité sur la saison régulière, manque ce tir-là, mais attention à pas vouloir trop sortir et à pas vouloir trop overreact, surréagir à un coup de chaud de Trey Murphy, même si c'est un shooter élite. Hein. Mais je préfère une défense solide, quitte à faut que tu encaisses des points de toute manière. Donc je préfère prendre les catch and shoot à 9 mètres de Trey Murphy plutôt que McCollum ou Ingram qui arrivent sur des lignes de drive ou des flotteurs à 2 mètres de Jonas Valanciunas. Ouais. Rien à rajouter, c'est ça. C'est ça. Bon, très rapidement, parce que de toute façon, le compteur a déjà explosé. Au niveau du Game 2, si tu devais citer rapidement 2 points que le Thunder doit retenir de ce Game 1, améliorer sur le Game 2, lesquels ce serait pour toi, en dehors du rebond off? Parce que, bon, là, pour le coup, sinon, ce serait un peu facile. Bah, on en a parlé de toute façon, moi je pense que offensivement c'est là où ça coince. Voilà, défensivement on a dit après le rebond, pas grand chose non plus à redire. On a été très solide. Voilà, offensivement, plus profiter du fait que Jonas Valanciunas soit sur le terrain et plus jouer sur Chet et donner plus de mouvements off-ball quoi. Vraiment, Hmm. c'est vraiment dans les schémas offensifs que j'attends un ajustement de la part du Thunder et de la part de Denio, qui d'ailleurs a été évidemment nominé en tant que finaliste pour le Coach of the Year, sans grande surprise. Oui, qui sera probablement le lauréat d'après les leaks déjà qu'on a pu voir au niveau des votes. Non, Exactement. moi je suis d'accord avec toi. Je pense que le premier point, c'est repartir un petit peu sur ce qu'on a vu en première mi-temps avec des décalages créés et plus de tirs ouverts que vraiment s'enfermer dans du jeu individuel. Le CJ Dub, dont on n'a pas trop parlé, a été plutôt bon dans cet aspect-là. Ouais, sur les 3 premiers cartons, avant un peu de sombrer dans le 4e, un petit peu comme le reste du Thunder. Et puis, deuxièmement, je pense que jouer plus vite, moins tomber dans ce prisme du jeu sur demi-terrain sur lequel tu es très bon, et peut-être que accélérer un petit peu le tempo comme on a pu le voir. Et c'est en ça aussi que l'absence de Guidi s'est fait remarquer ou que le faible temps de jeu de Guidi s'est fait remarquer, c'est que Guidi est un joueur qui accélère le jeu pour le Thunder. Et ça a un Tout à peu fait. manqué sur cet aspect-là, sur ce game. Donc jouer plus vite et retrouver un petit peu les principes de première mi-temps au lieu de s'enfermer dans du hero ball ou dans du 1v1 ou du juste je pose un écran, je force un switch et après j'attaque potentiellement ma mismatch en seconde mi-temps. Faut donner 40 minutes à Guidi pour jouer vite. C'est tout ce que je demande. Ouais, non, peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas. Donc on va arrêter là. Merci à toi Charlélie pour avoir fait ce débrief du Game 1. Merci à vous de nous avoir écoutés. Alors, je sais que comme c'est pas Pierre à la présentation, forcément, c'est un peu moins bien. J'ai essayé de faire ce que je pouvais, mais de toute façon, attendez-vous à avoir une rotation type Mark Daigneault sur ces podcasts de playoff parce que voilà, on essaye de faire des débriefs le plus rapidement possible. Tout le monde n'est pas toujours là, donc ça va tourner au niveau de la présentation. Peut-être que Pierre sera là pour le match 2. Peut-être que je ne serai pas là. Ça va tourner. N'hésitez pas à vous abonner partout, que ce soit Instagram, Twitter, Twitch, YouTube. Mettez la cloche, les commentaires, les petits pouces. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans la nuit de mercredi à jeudi à 3h30 pour le Game 2 au Paycon Center. D'ici là, bon match de playoff à vous. Go le Thunder. Et puis, salut! Allez, salut tout le monde!